Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de ma série de podcasts dédiée au métier de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Caroline Masson. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Alors, pour replacer juste un petit peu le contexte, j'ai eu l'opportunité de te rencontrer quand j'étais étudiante à l'école d'ingénieurs de Purpan. Et je m'étais spécialisée en innovation et développement de produits agroalimentaires. Et j'ai eu la chance, avec mes camarades de classe, d'avoir ton intervention sur beaucoup de sujets autour de la R&D, d'avoir la chance de bénéficier de ton expertise. Et quand j'ai découvert ton parcours, ça m'a fascinée comme tous les étudiants de la spécialité. Et du coup, je voulais en savoir un peu plus et je me suis dit que ça allait intéresser beaucoup de monde. Donc voilà, c'est parti pour cet épisode. Donc la première question, c'était que tu puisses te présenter brièvement à celles et ceux qui nous écoutent. Bonjour à tous. Caroline Masson, je suis consultante R&D en agroalimentaire spécialisée, on va dire, meunerie, boulangerie et toute utilisation de farine. De formation, je suis ingénieure en sciences des aliments et donc je suis maintenant à mon compte en tant que consultante depuis 3 ans, depuis mon retour en métropole. Et ça consiste en quoi le métier de consultante R&D? C'est quoi les missions quotidiennes que tu es amenée à faire? En fait, j'accompagne les entreprises qui ont des besoins en recherche et développement et qui soit ont un service R&D existant, mais un besoin particulier, un accroissement d'activité, en tout cas un besoin de ressources à ce moment-là sur un sujet, ou parfois des entreprises qui n'ont pas encore de structure R&D proprement dite, qui sont en mode start-up ou des PME ou des gens qui sont en train de se structurer et qui ont des besoins sur des missions, on va dire, sur des missions de courte durée ou alors des sujets un peu plus longs et auxquels d'ailleurs on ajoute petit à petit une équipe R&D qui se constitue. Donc c'est assez varié. Et alors, ce métier, comment tu as été amenée à devenir consultante R&D? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier de consultant? Alors, au-delà d'un métier, parce que je pense que c'est plutôt une façon de travailler et de faire ce qu'on fait et ce qu'on aime, à savoir que, sortie de l'école, ingénieur, ok, c'est bien, on commence dans la vie, puis on se dit, ouais, c'est chouette la R&D, j'aime ça. Et en fait, j'ai été salariée dans des grands groupes, dans des entreprises plus intermédiaires, où en fait, j'ai assuré des missions, mais telles qu'on peut les faire, et comme peut-être certains d'entre vous là ont fini leur stage et les ont réalisés, vraiment des missions de R&D. Et finalement, le fait d'être consultant, c'est d'apporter cette expertise, mais de manière flexible et vraiment ajustée aux besoins sur soit un sujet, soit un modèle ou en tout cas une stratégie de projet qui fait qu'il y a un besoin à ce moment-là, mais un besoin qui n'est pas forcément, l'entreprise n'a pas forcément besoin en continu de quelqu'un en R&D sur ce sujet, mais de manière peut-être plus flexible et plus souple. Voilà. Et du coup, tu as parlé de plusieurs expériences avant d'arriver dans le monde du consulting. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait comme expérience avant d'être consultante R&D? Alors, avant d'être consultante ingénieure R&D, donc j'avais commencé après mon stage de fin d'études qui était on va dire qualité, parce qu'au départ il faut savoir que je pense qu'on n'est pas défini par une option qu'on a pris en fin d'année de cursus, mais plutôt par des opportunités. Ouais, je pense qu'il faut aussi un petit peu rassurer tout le monde, c'est finalement des choix de parcours et des opportunités qui font qu'on dessine son projet professionnel. Certes, on aime bien mettre les gens dans des cases, mais en même temps aussi, on peut se créer ces cases. Donc, l'idée, c'était vraiment, en sortant, en étant diplômée, j'ai commencé en qualité parce que c'était ce qui était, ce qui se présentait comme opportunité, donc qualité opérationnelle terrain. Ensuite, j'ai eu l'opportunité d'avoir un CDD sur, on va dire, la qualité tiers, mais c'est-à-dire
d'accompagner des entreprises sous-traitantes de l'entreprise pour laquelle j'étais salariée et faire le lien finalement sur des produits qui étaient fabriqués en sous-traitance, mais sur des aspects qualité et qui, pour le coup, rejoignaient le process. Et c'est ça qui m'a amenée. J'ai eu l'opportunité de passer côté R&D, voilà, vers la R&D de ce groupe-là. Et là, j'ai eu l'occasion de faire différents produits, différents parcours. Et puis un jour, au bout de quelques années, une notification LinkedIn qui me propose un job, de changer de boîte. Je saisis l'opportunité, je passe responsable, donc recherche et développement en meunerie, c'est-à-dire dans un moulin qui fabrique de la farine. Et c'est là que j'ai eu l'opportunité de travailler, on va dire, en zone, en dom-tom et puis aussi en Afrique. Et après cette expérience-là, j'ai saisi l'opportunité de me mettre à mon compte comme consultante pour finalement des clients qui avaient des besoins ou des interlocuteurs qui m'avaient sollicité sur certains sujets un peu spécifiques et le modèle s'est présenté comme étant ouvert. Donc, j'y suis allée. Donc, tu t'es mise à ton compte, mais quand même dans un système qu'on appelle le portage salarial. Donc, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est le portage salarial? Parce que c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de très connu. Et quels sont les avantages aussi par rapport à une autre situation, comme un salarié voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette opportunité de me mettre en tant que consultante pour aider des entreprises sur des missions ponctuelles en R&D a fait que j'ai dû choisir un modèle et un statut particulier. Voilà. Et pour choisir ce statut, peut-être dans ceux qui nous écoutent, là, ils se posent la question de monter leur boîte ou faire comment. Bon, en fait, il existe plusieurs solutions et elles ne sont pas figées non plus dans le temps. Aujourd'hui, je suis en portage salarial. Peut-être que dans 10 ans, je serai sous un autre statut. D'ailleurs, des statuts qu'on ne connaît pas encore. Je pense qu'il faut être assez ouvert là-dessus. L'idée, c'était d'avoir en fait une sécurité administrative pour pouvoir en fait me consacrer à 100% à ce qui me plaît, c'est-à-dire la R&D. Bon, on va se le dire clairement, j'avais pas envie de me lancer dans tout un administratif assez lourd qui, certes, certains statuts, pour en avoir discuté avec d'autres entrepreneurs, la micro-entreprise peut être une solution, auto-entrepreneur, micro-entreprise pour démarrer, ok. Après, le but, c'est d'en vivre et donc à partir d'un certain chiffre d'affaires, faut choisir et faire... prendre une décision de créer une entreprise. Et finalement, je me suis, en parlant avec des gens aussi autour de moi, j'ai découvert aussi ce qu'était le portage salarial, parce que je connais le mot comme tout le monde, je l'avais entendu, mais bon, je ne savais pas forcément ce qu'il y avait derrière. Voilà. Donc l'idée, si j'essaye de le simplifier, c'est qu'en fait, ça permet d'exercer une activité et de s'y consacrer à 100%, et de déléguer la partie administrative à des gens dont c'est le métier. C'est ça. Allez. Voilà, et je pense, c'est ma vision peut-être un peu simplifiée du système, mais c'est qu'en fait, je trouve mes clients et je fais ma prospection et je trouve mes clients, mais mes clients sont facturés et il y a un suivi contractuel qui est fait par la société de portage salarial. Et cette société de portage salarial me gère mon bulletin de salaire, mes cotisations, toute la partie les congés, ne m'intéressait pas à gérer. Les congés, c'est moi qui décide quand je veux en prendre. En fait, c'est moi qui gère mon business, mais la partie administrative est gérée par donc cette société de portage. Donc, il faut vraiment voir ça comme une relation tripartite. Il y a mon pool de clients, il y a moi en tant qu'indépendante, et il y a cette société qui est en fait un support administratif. Voilà. Donc, ça me permet aussi d'avoir une sécurité parce qu'il ne faut pas se mentir. Je pense qu'on a tous aussi besoin, suivant nos valeurs, de certaines choses. Et parfois, ça peut faire peur pour certains de se lancer tout de suite dans une entreprise. L'auto-entrepreneuriat. Le portage salarial permet. Je pense que ça permet de tester le modèle. Mais bien sûr, ça ne s'applique pas à toutes les activités. Enfin, clairement, c'est possible parce que je suis consultante R&D. Quelqu'un qui voudrait montrer son usine de pâtes, il va monter une entreprise. Et je pense qu'il faut le voir différemment. Quand on veut faire du service, c'est une bonne solution intermédiaire. Oui, exactement. Et je me demandais, du coup, quand on est consultant R&D en agroalimentaire, ça ressemble à quoi une journée dans ta vie?
quand on est consultant R&D. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de routine. Tu vas dire que tu vas me dire, c'est différent tous les jours. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est la grande phrase que tout le monde doit te dire à chaque interview, quel que soit le métier que tu interviews. Oui, je pense bien, c'est voilà, il y a plein de missions à droite à gauche, il y a un tel client qui me demande ça, tel client qui me demande ça. Mais par exemple, voilà, s'il y a une situation qui revient souvent, ce serait laquelle? Quel est le quotidien que tu as en une semaine, par exemple, ou un jour? En fait, je pense que voilà, on peut le voir dans des grandes familles d'activités, Oui, si je voilà. dois les décrire. En fait, avec mes clients, effectivement, j'ai des missions variées sur différents produits, différents sujets, différents process. OK. Ça, on est d'accord. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être des grands groupes, des entreprises de taille intermédiaire. Ça peut être des étudiants de l'école de Turpan près desquels j'interviens pour discuter un petit peu voilà, de R&D, faire des projets avec vous. Mais en même temps, dans la partie d'activité, il n'y a pas ça, c'est OK, c'est les missions d'activité pour les clients, mais il y a aussi, n'oublions pas la prospection, faire finalement un petit peu son propre commercial pour aller nourrir son flux d'activité. En tant que R&D, je pense que je vais pas te l'apprendre. Il faut faire de la veille, et quand je dis il faut, oui. En fait, c'est qu'on l'a fait naturellement. C'est que s'imprègne des sujets de l'actualité, des dernières tendances, des dernières innovations, de la réglementation, parce que clairement, voilà, il faut aussi avoir cette veille-là dans nos métiers. On ne peut pas juste penser innovation sans penser au reste. Donc voilà, il faut voir aussi finalement ces trois activités. Il y a l'émission avec les clients, il y a de la veille un peu plus transversale sur les sujets de mon domaine, et il y a voilà, la prospection. Et pour le coup, ma partie administrative ne m'embête pas, étant donné qu'elle est gérée par ma société de portage. C'est pas compté dans le temps voilà, où tu exerces ton métier. Et la veille, donc c'est quoi? C'est de la veille technologique, des tendances, c'est ça? C'est des réglementations Exactement, et j'ai envie de dire, je l'ajuste en fonction aussi du besoin de mon client, de mes clients sur, voilà, sur un sujet peut-être un peu plus brûlant d'actualité ou sur un sujet réglementaire avec une date d'application qui se rapproche et forcément, il faut se tenir un peu plus informé. Sur les innovations, je pense que c'est la base de notre métier, c'est d'être ouvert, de tout goûter, découvrir. Et clairement, la dégustation fait partie intégrante de mon planning. Il faut se le dire, on est dans des métiers où on ne fait pas que de la veille sur un ordinateur. Voilà. Voilà, donc il faut aussi goûter. Et ça, je pense que c'est hyper important, toute cette partie analyse sensorielle. L'entraînement régulier de notre palais, de notre système, c'est ce qui fait aussi notre valeur, donc on ne doit pas perdre ça. Donc la veille, elle est à la fois process, produits, ingrédients, réglementation et j'ai envie de dire actualité agroalimentaire au sens large. Au sens large, d'accord. Ok. Et donc, sans citer de nom client, est-ce que tu pourrais raconter un type de demande que tu as pu traiter, ou, par exemple un problème auquel tu as dû faire face et comment tu l'as solutionné? Voilà. Je pense que ça, bon, on va pouvoir illustrer parce qu'on s'était dit quand on s'était du coup vu avec toute ta promo, il y a des sujets tels que vous les traitez en projet étudiant, c'est-à-dire la reformulation avec un objectif nutritionnel. Donc, clairement, ça fait partie des demandes standards, si je puis dire maintenant. Voilà, ce qui est sûr, c'est que de reformuler alors avec des produits sains, les listes d'ingrédients les plus courtes possibles. Bon, c'est clairement aussi pour ça que je suis à mon compte maintenant, c'est que je défends aussi voilà cette manière de formuler, d'aller vers des produits sains et qui correspondent à ce que moi-même je choisirais pour me nourrir. Et je pense que c'est ça aussi dans l'interrogation qu'on doit avoir dans nos métiers et nos responsabilités en tant que futurs ingénieurs, là, tous, là, demain, vous commencerez tous, là, c'est de se dire, je suis responsable aussi de comment je formule et de ce que je formule. Et à un moment, OK, on n'est pas dans un monde de bisounours, mais en même temps, on n'est pas obligé de reproduire certaines choses. Et je pense que, voilà, il faut s'interroger sur l'état actuel de nos connaissances, comment faire pour formuler au mieux. Donc, l'idée, c'est, on va dire qu'il y a pas mal de missions comme ça où substituer des ingrédients, trouver des ingrédients qui permettent aussi une consommation, on va dire, plus responsable, plus locale, d'arrêter d'aller chercher peut-être des ingrédients à l'autre bout de la planète et peut-être qu'on peut faire des choses qui correspondent aux attentes des consommateurs, mais un peu plus locales. Enfin, voilà.
Voilà, c'est un enjeu de taille en fait. La reformulation aujourd'hui, donc pour expliquer un petit peu aux personnes qui écoutent, la reformulation, c'est voilà, de remplacer certains ingrédients par d'autres qui seraient peut-être plus clean label. Par exemple, clean label, c'est une démarche qui vise à avoir le moins d'additifs possible, en tout cas d'avoir une liste réduite d'ingrédients, ou sinon aller plus vers un Nutri-Score plus sain, donc vers la note A, B. Donc ça, c'est un enjeu de taille pour les entreprises. Donc je pense que oui, ça doit être la majorité de tes demandes aujourd'hui. En même temps, c'est dans les demandes, c'est dans l'air du temps, mais je pense que aussi il y a le fait d'alerter, de bien faire attention à ne pas faire du nutri-washing, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est Exactement. facile C'est ça. d'ajouter des fibres et un petit hop, Dire, et on on est passe vers le A, en. hop, c'est bon. Voilà. Je Oui, pense que ça, c'est un peu trop réducteur comme façon de faire et je pense que c'est la facilité parfois. OK, il y en a qui le font, je ne juge pas, c'est un constat. Maintenant, nous, on se dit, bah voilà, je sais qu'avec mes clients, on s'interroge beaucoup sur la démarche un peu plus profonde de se dire comment on fait ce produit. Ou oui, on assume que ça, c'est un produit gourmand et de toute façon, on est bien d'accord, il y a des produits qui seront toujours des produits plaisir et ils et font aussi partie de notre système patrimoine. alimentaire. Voilà. Et après aussi, on est des humains et n'oublions pas, si on se nourrit, c'est aussi pour faire plaisir. C'est pas que la fonction nourrir pour la physiologie. Il y a une notion de plaisir qui est importante. Donc après, c'est ça, c'est d'alerter et de dire, soit on assume cette position, ok, le produit il est gourmand, mais il est sain au sens, il est fait avec des ingrédients sains, plutôt que de vouloir absolument basculer un espèce de Nutri-Score un peu fake et finalement perdre comment dire, j'ai envie de dire le plaisir initial L'essence, organoleptique en du fait, produit. l'essence du produit, parce que c'est ça aujourd'hui le gros défi des industries agroalimentaires, surtout qui travaillent dans les produits un peu plaisir, comme la biscuiterie, la boulangerie, tout ce genre de domaines-là. C'est vrai qu'ils ont un petit peu de mal à faire en sorte de respecter les exigences des clients par rapport surtout au fait qu'il y ait trop de sucre, trop de gras, qu'il y ait de l'huile de palme, par exemple, ou ce genre de produits. Donc, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir une vision à long terme de comment on peut essayer de reformuler les recettes pour à la fois faire attention aux exigences clients, mais aussi faire attention à la gourmandise, quand même, à notre essence de marque, qui à la base, c'était un produit plaisir, on va quand même le rester et on l'assume, cette position. Donc, ça, c'est un gros défi aujourd'hui. Après, il y a aussi des sujets où typiquement, enfin la boulangerie, il y a des produits nutritionnels de base qui sont quand même, je pense, la base de l'alimentation dans nos Et le civilisations. pain, Et on a des pains au niveau des artisans, on travaille beaucoup de recettes et de mise en avant pour le coup de qualité nutritionnelle qui, aux yeux des consommateurs, sont parfois complètement balayés par certains discours, alors que je pense aussi à l'heure des réseaux sociaux et de beaucoup de choses qu'on voit passer partout. Il est bon aussi de rétablir une vérité un peu plus scientifique c'est et ça. factuelle de quelles sont les réelles qualités nutritionnelles de tel ou tel pain, de tel ou tel produit, parfois aussi sur des sur des matrices un petit peu variées, de vérifier finalement, tiens, si on ajoute plutôt telle céréale avec telle légumineuse, ben c'est bon, on a tous les acides aminés essentiels. Donc là, vraiment, l'objet d'émission, finalement, c'est de remettre un petit peu tout ça au cœur interrogation de formulation avec mes clients et d'arriver à des produits voilà, qui, on va dire, arrivent à concilier un petit peu tous les enjeux, mais qu'au moins l'entreprise soit OK de défendre cette position-là, mais de manière argumentée scientifiquement. On est d'accord, on est quand même tous des Oui. scientifiques là, je pense, donc voilà. Oui, exactement. C'est ça que j'essaie aussi de rétablir un petit peu avec Mindful Body, avec ma page. J'essaie vraiment d'essayer de faire de la vulgarisation scientifique sur, par exemple, des aberrations que je vois sur les réseaux sociaux, mais surtout par rapport à la prise de poids, la perte de poids, de certains produits qui feraient grossir par magie ou qui feraient maigrir. Ce genre de choses, ça me... Ouh là là. Donc c'est vrai que j'aime Ouais. bien rétablir la vérité là-dessus. Donc ouais, c'est une belle mission. Alors, du coup, pour revenir à ton métier, est-ce que tu pourrais me dire les qualités qu'il faut avoir au quotidien pour être consultant R&D? Alors, les qualités, enfin, je veux dire, ce qui est sûr, c'est que je pense que si tu il faut pas voir ça comme un objectif de dire ouais consultant R&D c'est tiens c'est ça que je veux faire non, en Oui, fait bien sûr.
C'est plus dans ta relation à ton métier et finalement ta relation aux autres aussi. Le fait de savoir expliquer, vulgariser, savoir écouter, savoir quand je dis reformuler, c'est pas reformuler des produits, mais bien remettre un petit peu le besoin là où il est, un petit peu trier les informations, accompagner les gens. J'ai envie de dire, il y a vraiment une partie relationnelle qui est assez importante, mais finalement, en tant qu'ingénieur R&D dans une grande entreprise, c'est des choses que tu peux ressentir aussi suivant des projets en transversal où tu vas être en interaction avec plein de services différents de l'entreprise et tu te rends compte de ton appétence ou pas, j'ai envie de dire, à travailler plutôt solo sur la presque que de recherche. Ouais. Ou si tu as une appétence particulière et avec les équipes de production et aller sur le terrain réaliser des tas d'essais, j'ai envie de dire, ça peut être les mêmes qualités que tu entends pour un ingénieur R&D sur le terrain, mais avec cette appétence, j'ai envie de dire, pour le contact humain et aller aider finalement les entreprises et au sens large. Ouais, c'est une curiosité à toute épreuve, quoi. De toute façon, essayer de solutionner aussi les problèmes des entreprises. Mais oui, c'est ça, qu'on soit un ingénieur R&D dans une grande entreprise ou consultant, c'est la même chose. Mais ok, je vois, oui, curieux, avec un esprit d'équipe, un bon relationnel. Et puis, voilà, on aime trouver des solutions à des problèmes, donc comme tous les ingénieurs. Ok. Tu as très bien résumé. Et du coup, en dehors de ton rôle principal de consultante, j'ai vu que tu participais à des salons, des événements particuliers autour de la boulangerie, de la meunerie, la viennoiserie, de la pâtisserie. Et du coup, est-ce que tu pourrais me décrire un petit peu ces événements, ce que tu y joues comme rôle, et aussi si tu as d'autres événements peut-être auxquels je n'aurais pas pensé, auxquels tu participes dans ton quotidien? En fait, finalement, ça rejoint quand je te parlais de veille tout à l'heure, c'est ça. D'accord, ok. Tu peux voir ça déjà, d'ailleurs, quand tu es ingénieur R&D, souvent pour des grandes boîtes, on t'envoie dans des salons pour faire de la veille ingrédients, écouter une conférence sur telle innovation. Enfin, ça fait partie de toute façon, je pense déjà des événements que tu peux avoir même en étant salarié. Après, moi, de mon côté, c'est vrai que je participe à ces événements parfois sous deux casquettes différentes, soit en tant que visiteur, comme tout ingénieur R&D ou tout visiteur, mais parfois, je peux être conviée sur des temps d'échange particuliers, une conférence sur, par exemple, les tendances nutritionnelles en boulangerie et à m'exprimer sur ça. Participer en tant que jury aussi à des épreuves de concours de pâtisserie ou de boulangerie. Donc effectivement, ça, c'est des événements qui à la fois peuvent être vus, c'est de la veille et en même temps, c'est aussi de l'expression de l'activité au quotidien que je réalise. Donc ça fait combien de temps que tu es consultante R&D maintenant? 3 ans. 3 ans. Et sur ces 3 ans, est-ce que tu as un événement ou une demande client particulière ou quelque chose qui t'a marqué? J'ai eu l'opportunité d'être jury au dernier mondial du pain et ça, c'est sûr que c'est un événement marquant dans le sens où quand on est un ingénieur R&D curieux, qu'on aime découvrir, qu'on aime connaître des façons de faire, participer à un événement international, rencontrer des boulangers de différents pays. Et j'ai envie de dire, les meilleurs boulangers représentants de chaque pays et découvrir des ingrédients pas forcément connus dans nos pays. Bon, ça pour moi, c'est entre guillemets, c'est quand même marquant parce que c'est l'opportunité d'être indépendante qui m'a amené à ça. Et en tout cas, je suis plutôt contente d'avoir pu y participer comme ça. Voilà. Et du coup, la dernière petite question, je me demandais quelle suite tu envisageais au niveau professionnel. Est-ce que en 10 ans, tu te vois encore consultante, R&D, indépendante, ou peut-être, comme tu avais dit, créer ta propre boîte? Pour l'instant, je pense que j'ai trouvé un système. Ce système, en tout cas, me permet de m'épanouir intellectuellement. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. Voilà. Oui, tout à fait. On peut dire du coup que tu vis ta passion aujourd'hui et c'est hyper inspirant. Et en fait, c'est ta vie quelque part et du coup, tu as réussi à concilier vraiment un métier où tu es indépendante, où tu as beaucoup d'avantages et au quotidien, c'est tellement enrichissant. Donc voilà, moi, je trouvais ça fascinant comment ce parcours t'a amené à aujourd'hui un équilibre professionnel qui a l'air hyper
épanouissant, quoi. En tout cas, c'est hyper inspirant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et je pense que ça va en aider Merci à toi. à voir un petit peu plus clair peut-être dans leur projet pro et je parle aussi de moi. Je parle aussi. Écoute, j'espère et en tout cas, bonne continuation à tous. Merci beaucoup à toi.